Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Pour beaucoup, les vacances sont finies avec, je l'espère, des étoiles plein les yeux. Pour cette rentrée, qui marque aussi le 3e anniversaire de ce podcast, les événements astronomiques ne sont pas en reste, loin de là. Nous parlerons évidemment de l'éclipse de superlune bleue, de la comète Chuchi-san très prometteuse, et de l'opposition de Saturne ainsi que de l'équinoxe. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Juppin. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 30e épisode l'agenda céleste du mois, suivi des éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation. Quelle que soit la plateforme, j'indique les horodatage des différentes sections et points importants dans la description liée à ce podcast. Autre point important, sauf indication contraire, les heures sont données en heure universelle, ceci pour que chacun puisse, en fonction de son fuseau horaire, faire la conversion plus aisément. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons l'agenda céleste de la rentrée avec la lumière zodiacale qui s'observe à l'aube pour les observateurs possédant un ciel relativement exempt de pollution lumineuse. Il s'agit d'un cône de lumière blanche qui s'élance de l'horizon nord-est et enveloppe le Cancer et les Gémeaux avant de se perdre dans la Voie lactée. Le phénomène est observable durant la première décade de septembre avant que la Lune ne devienne gênante. Le 7 septembre, vers midi heure de Paris, le croissant de lune se couche en passant par le centre de l'Arc de Triomphe de Paris. Le 9 septembre, la planète Mars passe à 1 degré de l'amas ouvert M35 dans la constellation du Cocher. Dans des jumelles, ou mieux dans un télescope à faible grossissement, le spectacle de cet amas sera magnifié par la présence de la célèbre planète rouge. C'est visible en seconde partie de nuit, une fois que Mars est levé. Les 21 et 22 septembre, ce sont les journées européennes du patrimoine. Renseignez-vous près de chez vous, des observatoires ou des instituts dédiés à l'astronomie ou à l'espace ouvrent peut-être leurs portes pour vous faire partager leur univers, j'ose ce jeu de mots. Le 23 septembre, si votre ciel est parfaitement transparent, vous pourriez tenter d'observer Sirius aux jumelles en plein jour, 1 heure après le lever du soleil. Elle passe le méridien vers 6 heures, entre 20 et 30 degrés de hauteur en France hexagonale. Terminons le mois avec la comète C2023 A3 Chuchi-san Atlas qui passera au périhélie le 27 septembre. En France hexagonale, elle sera collée à l'horizon, rendant son observation délicate un peu plus d'1 heure avant le lever du soleil. Il faudra un horizon est le plus dégagé et transparent possible pour tenter de la repérer. En cette fin septembre, les observateurs sous les tropiques seront un peu mieux placés que les Européens et pourront tenter de la repérer aux jumelles à partir de la mi-septembre. Elle atteindra sa luminosité maximale entre le 9 et le 12 octobre, lorsqu'elle sera au plus proche de la Terre. Sa luminosité pourrait atteindre la magnitude -2, voire -3, lui permettant ainsi d'égaler, voire dépasser, l'une des comètes les plus observées du XXe siècle, à savoir la comète Hale-Bopp. Mais elle pourrait aussi ne pas dépasser la magnitude 4, la rendant ainsi quasi invisible à l'œil nu. Nous reparlerons plus en détail de cette comète dans l'épisode d'octobre. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure. En ce début de mois, c'est encore sa plus belle période d'observation matinale de l'année en Europe. Elle se repère très facilement jusqu'à la mi-septembre. Elle sera à son élongation solaire maximale le 5 septembre et en conjonction solaire le 30 septembre. Sous les tropiques, les conditions sont excellentes, même si un peu moins bonnes qu'en Europe,
pour ce qui concerne le tropique du Capricorne. Elle est dans la constellation du Lion jusqu'au 22 septembre et de terminer le mois dans celle de la Vierge. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Lion jusqu'au 9 septembre, puis dans celui de la Vierge du 9 au 26 septembre, pour terminer le mois en Balance. Pour Vénus, elle est de nouveau observable dans le ciel du soir, mais même s'éloignant de la position apparente du Soleil, notre Terre suit son mouvement et elle ne grimpera guère sur l'horizon ce mois-ci. Son observation sera toujours délicate pour ce qui concerne l'hémisphère nord. Sous les tropiques, les conditions sont encore et toujours excellentes. Elle est dans la constellation de la Vierge jusqu'au 29 septembre, avant de terminer le mois dans celle de la Balance. Pour les astrologues, elle est dans le signe de la Balance jusqu'au 23 septembre, pour rejoindre le signe du Scorpion. Pour Mars, elle est visible en seconde partie de nuit. Elle peut maintenant d'ores et déjà s'observer aux instruments, alors qu'elle ne sera à l'opposition que dans 4 mois. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle est dans la constellation du Taureau jusqu'au 5 septembre, pour rejoindre les Gémeaux. Pour les astrologues, elle est dans le signe des Gémeaux jusqu'au 4 septembre, puis dans le signe du Cancer. La géante gazeuse Jupiter est observable en seconde partie de nuit. Avec nos instruments d'amateurs, il sera possible d'observer le balai des satellites avec de simples jumelles, ainsi que les passages d'ombre des satellites joviens pour ceux équipés de télescopes, mais vous pourrez aussi observer la grande tache rouge de Jupiter et les magnifiques nuages de glace d'ammoniac de son atmosphère. Elle est dans la constellation du Taureau pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique des Gémeaux. Pour la planète Saturne, elle est maintenant visible toute la nuit. Elle passe à l'opposition le 8 septembre et sera à 1,295 milliard de kilomètres de nous, soit 1h12 minutes lumière. C'est la meilleure période de l'année pour son observation, aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle sera rétrograde pendant tout le mois. Elle est dans la constellation du Verseau et le signe astrologique des Poissons. Uranus redevient observable en dernière partie de nuit. Elle est rétrograde à partir du 1er septembre et ce pour 151 jours. Pour les astronomes comme pour les astrologues, elle est dans le Taureau pendant tout le mois. La plus éloignée des planètes, Neptune, elle est maintenant observable dans de bonnes conditions quasiment toute la nuit, mais nécessite au minimum un petit télescope pour l'observer. Elle est rétrograde pendant tout le mois et sera à l'opposition le 21 septembre à 4,322 milliards de kilomètres, soit 4 heures-lumière environ. Cette lointaine planète navigue lentement dans la constellation et le signe des Poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues, et sera rétrograde pendant tout le mois. Pour conclure ce chapitre planétaire, toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui finit de traverser la constellation du Lion et entrera dans l'immensité de la constellation de la Vierge le 16 septembre. Le 22 septembre, à 12h43, nous quittons l'été pour rejoindre l'automne. J'ai envie de dire enfin. Une date qui coïncide avec le moment où le Soleil est à la fois sur l'écliptique et sur l'équateur céleste. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe de la Vierge et rejoint celui de la Balance le 22 septembre, en même temps que l'équinoxe. Les éphémérides lunaires. Ce mois de septembre débutera avec un très mince dernier croissant. La nouvelle lunaison débutera le mardi 3 avec la nouvelle lune dans la constellation du Lion. Le mercredi 11, ce sera le premier quartier visible dans la constellation d'Ophiuchus. Le mercredi 18, ce sera une pleine lune dans la constellation du Verseau. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des moissons, un terme un peu dépassé, car si jadis la période de la moisson correspondait à peu près à la rentrée, de nos jours, le changement climatique aidant, les moissonneuses-batteuses ont pour la plupart déjà terminé leur travail. Depuis quelques décennies déjà, on parle de la pleine lune des récoltes pour cette pleine lune de rentrée.
Et terminons le mois avec le dernier quartier, le mardi 24, dans la constellation des Gémeaux. Notons que la Lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 13 septembre, puis ascendante jusqu'au 26 septembre. Elle sera au plus loin de la Terre le 5 septembre, et à contrario au plus proche, le 18 septembre, à 357 286 km. L'article complet, disponible sur mon site internet et dont le lien est en description, donne les détails et les chiffres exacts concernant ces détails de l'orbite lunaire. Mais reparlons de la pleine lune, car ce mois-ci ce sera aussi une super lune, car cette pleine lune se produit quasiment au moment où elle sera au plus proche de la Terre, à 11 heures près si on veut être exact. Cette notion de super lune nous vient de l'astrologue Richard Noll, qui en 1979 définit la superlune comme une pleine lune se produisant au périgée de l'orbite lunaire. Ce mois-ci, la distance lunaire lors de la pleine lune sera de 357 485 km. Le terme de superlune n'est donc pas usurpé, puisque dans les années 80, la NASA a jugé bon de définir la superlune comme une pleine lune se produisant au maximum à 361 000 km. Mais sera-t-elle bleue? Normalement non, car initialement et historiquement, la lune bleue est la seconde pleine lune d'un mois qui en compte deux, donc pas de pleine lune bleue ce mois-ci. Mais la notion de pleine lune bleue fut élargie par la suite à la quatrième pleine lune saisonnière ou à la dernière pleine lune de l'année. En effet, une saison comporte normalement 3 pleines lunes, plus rarement 4. Or ce mois-ci, la pleine lune du 18 septembre sera la quatrième pleine lune de l'été, celui-ci se terminant le 22 septembre. Je reviendrai plus en détail sur ces notions de superlune et lune bleue dans un épisode spécial qui sortira justement ce mois-ci dans le cadre de la superlune bleue. Et pour finir, cette pleine lune de rentrée veut décidément nous faire parler d'elle. Comme si cela ne suffisait pas, cette superlune bleue donc viendra flirter avec l'ombre de notre planète, produisant une éclipse partielle de lune. Lors du maximum, qui se produira à 2h44, seulement 8,5% de la lune sera obscurcie par l'ombre de la Terre. Un pourcentage trop faible pour faire apparaître la couleur cuivrée de l'ombre de notre planète. Mais l'échancrure résultante sera elle bien visible et en totalité pour toute la France, ainsi que l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Seules les parties ouest de l'Europe et de l'Afrique pourront l'observer. En Amérique du Nord, seule la partie est pourra l'observer dans sa totalité. Le 1er septembre, Lune et Mercure seront en conjonction. Le vieux dernier croissant lunaire permettra de repérer plus facilement cette discrète planète qui, en Europe, est souvent noyée dans les basses couches de l'atmosphère. Un repérage à faire 1 heure avant le lever du soleil. Le 5 septembre, Lune et Vénus seront en conjonction, une belle manière pour repérer l'éclat de l'étoile, ou plutôt de la planète du Berger. Les 16 et 17 septembre, Lune et Saturne seront en conjonction, mais pas d'occultation en Europe. Par contre, les Français de Nouvelle-Calédonie seront en effet concernés par l'occultation de Saturne par la Lune. Le 24 septembre, conjonction entre le dernier quartier de Lune et la planète Jupiter. Une jolie configuration céleste à apprécier à l'œil nu, car les deux astres sont trop éloignés pour entrer ensemble dans des jumelles. Enfin, terminons avec le 25 septembre, la Lune sera en conjonction avec la planète Mars, qui s'observera dans les mêmes conditions que Jupiter la veille. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Scorpion, qui sombre rapidement dans les dernières lueurs du jour, et jusqu'au Lion, qui refait surface en toute fin de nuit dans les premières lueurs de l'aube. En milieu de nuit et en milieu de mois, le signe est encore et toujours accroché au zénith, entouré de la Lyre,
du dragon, de Céphée, du lézard et enfin du discret petit renard. Pour commencer, je vous propose M52, surnommé l'amas poivre et sel, situé entre les constellations de Céphée et de Cassiopée. Il s'agit d'un amas ouvert âgé d'environ 35 millions d'années et distant d'environ 5000 années-lumière. Il renferme une centaine d'étoiles, de magnitude très variable, les plus brillantes s'apparentant au sel, les autres au poivre. Pour l'observer, un télescope, même de petit diamètre, est nécessaire pour l'apprécier dignement. Mais il reste magnifique avec des grossissements plus modestes, disons entre 20 et 50 fois. Avant qu'il devienne difficile de l'observer, je vous propose l'amas globulaire M28 dans la constellation du Sagittaire. Il est distant d'environ 9000 années-lumière de nous, il est assez difficile d'accès et nécessite un grand diamètre de 250 mm ou mieux pour obtenir une observation de qualité. Dans la constellation du Capricorne se trouve l'amas de la Méduse ou M30. Il s'agit d'un amas globulaire distant d'environ 25 000 années-lumière de nous. Bien qu'identifiable dans des jumelles, même modestes, il faut un télescope idéalement de 200 mm pour commencer à apprécier sa beauté. Attention cependant, à cette période de l'année, le Capricorne reste quand même relativement bas sur l'horizon et donc souvent noyé dans les lumières et la pollution lumineuse. Charles Messier le répertoria dans son catalogue comme une simple nébulosité sans étoiles. Une autre cible intéressante, c'est l'amas globulaire M71 dans la constellation de la Flèche. C'est l'un des moins denses que l'on connaisse, à tel point que les astronomes, aujourd'hui encore, hésitent entre un amas ouvert ou un amas globulaire. Il nécessite un grossissement assez fort pour en admirer la beauté, donc plutôt réservé aux possesseurs de gros diamètres ou de Schmidt-Cassegrain par exemple. Il reste cependant assez faible en termes de luminosité. Avant de conclure, dans des jumelles, je vous propose d'observer les classiques de l'automne. Commençons par le double amas de Persée, situé entre Persée et Cassiopée, et la magnifique galaxie d'Andromède, non loin de là. Dans un bon ciel, ces deux cibles se repèrent à l'œil nu. Un petit peu en dessous, entre Andromède et Persée, observez M34, un magnifique amas ouvert. Pour finir, et comme d'habitude, les objets présentés le mois dernier restent en grande partie toujours observables. Par ailleurs, les idées d'observation indiquées dans les épisodes de rentrée de l'année dernière restent aussi valables. Affranchissez-vous comme d'habitude des éphémérides planétaires et lunaires qui ne sont plus d'actualité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode chargé en actualité astronomique, avec encore et toujours de belles observations en perspective. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et laisser vos commentaires et questions. Vos retours sont toujours très précieux pour me permettre d'améliorer le contenu de ce podcast. Pour terminer, j'ai en préparation quelques courts épisodes sur divers sujets d'actualité qui devraient sortir sur les mois de septembre et d'octobre, mais dont les dates de sortie ne sont pas encore gravées dans le marbre. D'ici là, restez curieux, restez émerveillés, et n'oubliez pas, le soir ou le matin, de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu. Merci et au revoir.